Bonsoir. L'alignement cinématique est une technique de référence dans le poste des PTG. La persistance des symptômes résiduels et un taux non négligeable d'insatisfaction a permis l'émergence de concepts d'alignement cinématique qui préservent l'anatomie préarthrosique du genou pour avoir une meilleure satisfaction des patients. L'objectif de notre travail est de comparer les techniques d'alignement mécanique et cinématique en termes de résultats fonctionnels et de survie de prothèses afin de discuter la place et les avantages d'alignement cinématique dans l'arthroplastie totale de genou. Donc, c'est une étude rétrospective, descriptive et comparative menée au service d'orthopédie adulte à l'Institut Mohamed Qassar d'orthopédie sur une période de 3 ans allant de janvier 2013 à août 2016. Donc, la population étudiée se compose de 60 patients qui ont eu une PTG, dont 30 patients ont eu un alignement mécanique et 30 patients ont eu un alignement cinématique. Les critères d'exclusion sont les dossiers incomplets, les perdus de vue, les sepsis sur PTG et le recul inférieur à 2 ans. Les paramètres épidémiologiques étudiés sont l'âge, le sexe, l'EMC et le recul. L'étude radiologique est basée sur la radiographie de genou face et profil et la radiographie télémétrique de 2 membres inférieurs pour déterminer l'axe mécanique de genou. Les patients qui ont eu un alignement mécanique sont ceux qui ont gardé un axe mécanique à 180 plus ou moins 3 degrés. Les patients qui ont eu un alignement cinématique sont les patients qui ont gardé en post-opératoire un varus ou un valgus plus de 3 degrés. L'évaluation fonctionnelle est basée sur la cotation de la douleur selon l'échelle EVA, la satisfaction subjective des patients et le score EKS pré- et post-opératoire au dernier recul. La survie de prothèse est basée sur l'usure de polyéthylène, sur le décèlement prothétique et sur les cas de reprise. Donc, nos résultats, il s'agit de 60 patients, dont le premier groupe est composé de 30 patients et le deuxième groupe de 30 patients. Donc, la moyenne d'âge était de 65,15 ans, dont le premier groupe est 64,3 ans et le deuxième groupe est 66,1. Donc, on a noté une prédominance féminine avec un sexe ratio à 0,33. Le recul moyen était de 49,2 mois avec des extrêmes de 24 à 97,2 mois. Le premier groupe est 48,1 mois et le deuxième groupe est 51,6 mois. Et l'IMC, la moyenne d'IMC est 35,4, le premier groupe est 35,6 et le deuxième groupe est 35,2. Les résultats épidémiologiques sont comparables entre les deux groupes. L'étude radiologique. Donc, le HKA post-opératoire moyen dans le premier groupe est 178,9. Le HKA post-opératoire moyen dans le deuxième groupe est 73,2. La totalité de nos patients ont gardé un varus en post-opératoire. Donc, les deux groupes sont comparables en termes de douleur. Pour la satisfaction subjective, les patients satisfaits sont plus importants dans le groupe d'alignement cinématique, avec un P non significatif. L'EKS post-opératoire, donc les scores EKS étaient meilleurs pour le groupe d'alignement cinématique, mais sans résultat statistiquement significatif. Pour la survie de prothèses, pas de différence significative de toute d'usure dans les deux groupes d'alignement. P est à 0,41. Donc, un seul cas de décèlement dans le groupe d'alignement cinématique. C'est un événement rare dans notre étude. Aucun patient n'a été repris pour le moment. Des léseries périprothétiques témoignent. Donc, voici l'image qui montre des léseries périprothétiques qui témoignent d'un décèlement de la pièce tibiale dans l'alignement cinématique. Donc, pour la discussion, les limites de notre étude, c'est une étude rétrospective avec un faible recul et une faible population. Donc, notre travail a montré des résultats fonctionnels meilleurs pour les PTG alignés cinématiquement, mais sans différence statistique en termes de survie de prothèse entre l'alignement cinématique et l'alignement mécanique, mais faible recul. La revue de la littérature a montré dans 6 études randomisées de haute qualité que l'alignement cinématique est meilleur en termes de performance fonctionnelle que l'alignement mécanique. Donc, l'alignement cinématique permet de générer une biomécanique prothétique meilleure que l'alignement mécanique. Ceci est dû à une réduction de l'effet quart par la préservation de l'équilibre ligamentaire et une réduction de moment d'adduction lors de la marche, ce qui permet une marche plus physiologique. Les risques de révision sont faibles.
Donc, la PTG par alignement cinématique est une technique plus physiologique, garantit une bonne biomécanique prothétique et bons résultats cliniques à court et à moyen terme. Pour conclure, les résultats fonctionnels paraissent meilleurs pour les PTG alignés cinématiquement par rapport à ceux alignés mécaniquement. Le risque de révision prothétique est similaire et faible dans les deux groupes, mais ces résultats nécessitent une confirmation par des études à long terme. Je vous remercie. Cher Ahmed, chers confrères, permettez-moi de vous présenter ce travail intitulé Influence de la pente tibiale sur la survie des prothèses totales du genou. Plus de 75% des patients ayant eu une PTG apportent une amélioration de la symptomatologie clinique et fonctionnelle. Cependant, 25% des prothèses totales du genou sont munies d'échecs, qui peut être dû à la persistance de douleurs résiduelles, d'un décèlement aseptique, d'une instabilité, d'infection ou bien d'une usure du polyéthylène. Une cause de certains échecs essentiellement mécaniques serait une technique chirurgicale de pose imparfaite. Parmi les vices de pose des PTG, on cite l'inversion de la pente tibiale. Le rapport entre la pente tibiale et le survie prothétique a été très peu étudié dans la littérature. L'objectif de notre travail était d'étudier l'influence de la pente tibiale inversée sur les résultats cliniques et radiologiques après une PTG. Il s'agissait d'une étude comparative rétrospective incluant 42 patients opérés pour une gonarthrose compartimentale ayant eu un remplacement arthroplastique par PTG de première intention entre janvier 2008 et décembre 2017 avec un recul minimum de 2 ans. Nous avons inclus dans notre travail les patients atteints de gonarthrose ayant eu un remplacement arthroplastique de première intention. Cependant, les patients déjà opérés de genoux, notamment les reprises de PTG et les patients suivis pour une maladie rhumatismale, sont non inclus dans ce travail. Nous avons exclu de ce travail les dossiers incomplets et les patients à moins de 2 ans de recul. Pour procéder à cela, nous avons calculé le score IKS genoux et fonction en pré- et en post-opératoire. On a aussi mesuré les amplitudes articulaires en pré- et en post-opératoire. Et nous avons effectué une étude radiologique basée sur des radiographies du genou de face et de profil en charge afin de mesurer la pente tibiale et rechercher des signes de décèlement ou d'un liseré périprothétique ou d'une usure du polyéthylène. La pente tibiale a été mesurée selon la méthode d'Arnigo et Goutalier, permettant de définir 2 groupes. Un groupe A avec une pente tibiale entre 0 et 5 degrés et le groupe B avec une pente tibiale inversée. Au dernier recul, 32 patients sont inclus dans notre étude avec un âge moyen de 67 ans et une prédominance féminine. Le score IKS préopératoire global était de 81,36. Les mobilités préopératoires, un flexion préopératoire a été noté chez 8 patients. La flexion préopératoire moyenne était de 93,83 degrés avec des extrêmes allant de 60 à 140 degrés. 20 patients appartenaient au groupe A avec une pente tibiale moyenne de 3 degrés. 22 patients avaient une pente tibiale inversée avec une moyenne de moins 5,73 degrés. Le score IKS post-opératoire moyen était de 159,36 pour le groupe A, dont 75% des patients avaient un bon résultat avec un score IKS supérieur à 140. Le score IKS post-opératoire moyen du groupe B était de 138,85 et seulement 22,7% des patients avaient un bon résultat avec un score supérieur à 140. On a trouvé une différence significative entre le groupe A et le groupe B en rapport avec l'obtention d'un bon score IKS global satisfaisant, à savoir supérieur à 140. Concernant la mobilité post-opératoire, l'inflexion post-opératoire a été notée chez 7 patients, mais on n'a pas trouvé de différence entre les deux groupes par rapport à l'apparition d'inflexion post-opératoire. L'inflexion post-opératoire moyenne était de 108 degrés avec des extrêmes allant de 85 à 140. Pour le groupe A, la flexion post-opératoire moyenne était de 118 et pour le groupe B, la flexion post-opératoire moyenne était de 98 avec des extrêmes allant de 85 à 120. On a trouvé une différence significative entre les deux groupes par rapport à l'obtention d'une flexion post-opératoire fonctionnelle, à savoir supérieure à 100 degrés, avec une P égale à 0,003. L'usure du polyéthylène a été notée dans notre étude chez 17 patients, dont 5 qui appartenaient au groupe A et 12 qui appartenaient au groupe B. On a trouvé une différence significative entre les deux groupes par rapport au risque d'usure précoce du polyéthylène. Par contre, nous avons eu 2 cas de décèlement dans notre série. Ceci ne nous permet pas d'étudier la corrélation entre cette complication et l'inversion de la pente tibiale. Le rapport entre la pente tibiale et la survie prothétique a été très peu étudié dans la littérature et reste un sujet de controverse.
L'étude de Vaida et Hall, incluant 400 genoux, ne trouve pas de corrélation statistiquement significative entre l'immobilité post-opératoire et le bon positionnement sagittal de la pièce tibiale. Kim et Hall ont trouvé par contre une corrélation entre l'inversion de la pente tibiale et le taux d'échec des PTG et recommandent une pente tibiale entre 0 et 7 degrés. Notre étude montre que la restauration d'une pente tibiale entre 0 et 7 degrés permet d'obtenir une meilleure flexion post-opératoire et ainsi un meilleur résultat fonctionnel. Bellamins et Hall, dans une étude cadavérique, ont pu démontrer que la flexion augmentait proportionnellement avec la pente tibiale. Dans l'étude de Kansara et Merkel, incluant 108 PTG, ils ont remarqué que plus qu'on augmentait la pente tibiale, plus la flexion serait meilleure, mais sans vraiment avoir un retentissement sur le résultat fonctionnel post-opératoire. D'autres auteurs ont trouvé une corrélation entre un vice de pose de l'implant tibial, notamment en inversion, et l'usure précoce du polyéthylène et le décèlement. Nos résultats concordent avec la plupart des données partagées dans la littérature. En effet, un mal positionnement en inversion de la pièce tibiale serait responsable d'une diminution de la flexion post-opératoire, ce qui peut générer des douleurs résiduelles et influencer le résultat clinique et fonctionnel, avec un risque majoré d'usure précoce du polyéthylène et de décèlement. En conclusion, la prothèse totale du genou est une opération qui a démontré son efficacité pour le regain d'une bonne fonction du genou et la disparition des douleurs. Néanmoins, il reste un nombre non négligeable d'échecs. Ces complications mécaniques ont souvent été superposées à une mauvaise implantation prothétique. Au final, vu nos résultats et les données de la littérature, nous insistons sur le fait que la mise d'une prothèse totale du genou nécessite une technique chirurgicale rigoureuse qui obéit à un certain nombre de critères et d'en profiter du progrès scientifique noté dans l'arthroplastie du genou, à savoir la chirurgie par navigation assistée ou robotique, notamment devant des PTG difficiles. Je vous remercie pour votre attention. Cher maître, donc permettez-moi de présenter cette communication intitulée Notching de pilier de la scapula après prothèse inverse de l'épaule. On va étudier les facteurs incriminés. Absence de conflit d'intérêt. La prothèse totale inverse de l'épaule, c'est une solution pour les pathologies de l'épaule à coiffe rompue. Cependant, cette prothèse possède certaines complications spécifiques, dont la luxation, la stabilité, le décèlement et les complications neurologiques. Elle entraîne certaines modifications biomécaniques qui peuvent entraîner par la suite un conflit entre la métaphyse et le pilier qui est responsable de cette encoche, dont la fréquence varie dans la littérature entre 44 et 100% des cas et qui risque de donner un retentissement fonctionnel sur le résultat par la suite. Les objectifs de cette étude étaient d'évaluer les facteurs prédictifs radiographiques d'apparition de cette complication spécifique et d'étudier la corrélation entre la survenue de l'encoche et le résultat fonctionnel ultérieurement. Il s'agit d'une étude rétrospective menée au service d'orthopédie Saint-Loup de Sousse concernant des patients opérés par prothèse totale inverse de l'épaule pour pathologie de l'épaule diverse et colligés entre janvier 2016 et décembre 2018 avec un recul minimal de 12 mois. Les patients étaient évalués cliniquement et radiographiquement. Sur le cliché radiographique, on a analysé les facteurs prédictifs de l'encoche, à savoir le débord de la glénosphère par rapport au bord inférieur de la glène et l'angle glénométaphysaire qui est défini par l'angle entre le plus grand diamètre de la glénosphère et la métaphyse humérale. Au total, 50 prothèses inversées ont été analysées. Il s'agissait de 35 femmes et 15 hommes avec un âge moyen de 73 ans avec des extrêmes de 50 et 87 ans. Les étiologies étaient réparties comme suit: une arthrose à coiffe rompue dans 28 cas, la polyarthrite rhumatoïde était l'étiologie dans 16 cas et les séquelles de fracture de l'extrémité supérieure de l'humérus dans 6 cas. La voie d'abord utilisée était la voie deltopectorale dans tous les cas. Concernant la glénosphère, elle était utilisée avec un diamètre de 36 mm dans tous les cas. Nous avons déploré 7 complications spécifiques, dont un déficit neurologique post-opératoire, 2 fractures de la glène en péropératoire, un hématome post-opératoire résolutif, une désinsertion des deltoïdes, une infection périprothétique a été reprise et une fracture de l'épine de la scapula, 7 reprises chirurgicales sans changement des implants dans 6 cas. Au recul, on a déploré la survenue de 12 cas d'encoche de pilier de scapula, 24% de la série, et qui étaient classés selon la classification de Survaux comme suit: stade 1 dans 7 cas, stade 2 dans 3 cas et stade 3 dans 2 cas. Le score de Constant était de 72 points dans le groupe sans encoche, alors qu'il était de 69 points dans le groupe avec encoche. Le score de Constant était de 66 points dans le groupe des encoches stade 1. Il était de 64 points dans les encoches stade 2, alors qu'il était de 67 points dans le groupe des encoches de stade 3.
Le debord moyen était de 3,5 mm. Lorsque le debord était inférieur à 3 mm, le taux d'encoche était de 65,5%. Lorsque le debord était supérieur ou égal à 3 mm, le taux d'encoche était de 39,6%, avec une différence qui est significative. L'angle glénométaphysaire moyen était de 27,3 degrés lorsque l'angle était supérieur à 28 degrés, alors que le taux d'encoche était de 72,2% lorsqu'il était inférieur ou égal à 28 degrés. Cette étude montre que la survenue d'une encoche est influencée par deux facteurs d'ordre radiologique, à savoir le débord glénomédien et l'angle glénométaphysaire. Néanmoins, cette étude n'a pas permis d'identifier l'effet délétère de la survenue d'une encoche sur le résultat fonctionnel à court terme. L'encoche de pilier de scapula représente jusqu'à aujourd'hui un problème après pose d'une prothèse totale inversée de l'épaule. Le retentissement sur le résultat fonctionnel reste toujours controversé selon les séries de la littérature, qui n'ont pas vraiment objectivé de différence statistiquement significative entre présence d'une encoche versus l'absence de cette encoche. Il y a certains auteurs qui pensent qu'il y a une dégradation de la fonction si on parle d'un score, d'un grade qui est 3 ou plus selon la classification de Sirvo. L'hypothèse mécanique de conflit entre le pilier de la scapula et la métaphyse humérale est plus communément acceptée pour expliquer l'apparition de ces encoches. Certains auteurs ont expliqué l'évolutivité de l'encoche du pilier par le mécanisme de résorption osseuse dû à l'osteolyse réactionnelle aux particules de polyéthylène issues de l'usure de l'insert huméral. Ceci pourrait expliquer la baisse significative de score de constant retrouvée dans certaines séries de la littérature. Nombreux auteurs ont travaillé aussi sur le positionnement de la glénosphère pour diminuer l'incidence de survenue de cette encoche. Nous avons démontré qu'un positionnement adapté de la glénosphère diminue de façon significative la survenue d'une encoche. Il existait actuellement 3 pistes de réflexion pour améliorer, pour diminuer l'incidence d'apparition des encoches, à savoir le debord inférieur de la glénosphère, l'inclinaison de la métagléne et la latéralisation du centre de rotation de l'épaule. La première option consiste à faire une excentration de la métagléne afin d'obtenir un débord inférieur de la glénosphère par rapport au col de la scapula. Cette hypothèse reste toujours admissible et défendue. Dans notre étude, on a confirmé cette hypothèse puisque nous retrouvons une diminution de risque d'encoche lorsque la glénosphère déborde le bord inférieur de la glène. Et afin de permettre ce débord, Killier a démontré que le plot central devrait être placé à 12 mm de rebord inférieur de la glène pour obtenir un débord compris entre 1 et 4 mm. La deuxième option, c'est l'inclinaison de la métagléne de 15 à 20 degrés, qu'on appelle le tilt inférieur. Le VIN a retrouvé un taux d'encoche de 81% en cas de tilt supérieur, alors que dans les érosions arthrosiques inférieures de la glène, équivalente à un tilt inférieur, le taux d'encoche était de 30%. La troisième option, c'est la latéralisation de centre de rotation qui semblait améliorer, diminuer le risque de survenue de cette encoche. Palès aussi a introduit récemment le concept de l'angle glénométaphysaire en 2011. Il a expliqué ainsi l'apparition des encoches par le couple formé par le composant glénomédien et huméral et non pas seulement l'implant glénomédien. Dans cette étude, cet angle était corrélé à l'apparition des encoches. L'angle était de 35,7 degrés dans le groupe sans encoche et de 45,9 degrés dans le groupe avec encoche. L'index de masse corporelle semble être aussi incriminé puisque dans cette étude, aussi, il est également significativement plus élevé dans le groupe sans encoche où il était de 27, alors qu'il était de 22 dans le groupe avec encoche. Nous avons également retrouvé cette constatation dans notre série. En conclusion, cette étude confirme l'influence de la position de la métagléne sur l'apparition des encoches de pilier de la scapula. Le risque d'encoche diminue si la glénosphère déborde de la glène. Il existe également une influence de degré d'abduction de bras en position de repos et cette abduction dépend de l'indice de masse corporelle de patient. Je vous remercie de votre attention. Bonjour. L'implantation d'une prothèse totale des hanches bilatérales en une session opératoire présente 0,5% à 3% de remplacement prothétique. Elle est indiquée dans les pathologies chroniques bilatérales invalidantes rarement traumatiques. Nous avons initié cette étude rétrospective sur une série de piquages bilatéral par voie antérieure dans l'objectif d'évaluer la morbimortalité et le bénéfice fonctionnel de cette stratégie et de vérifier l'abord de la voie antérieure stable en termes de données opératoires. Il s'agissait d'une étude rétrospective monocentrique multi-opérateur portant sur 17 patients collégés entre septembre 2017 et décembre 2020 avec un recueillement. Nous avons recueilli les données anamnésiques et cliniques, à savoir les données relatives aux patients, le terrain selon le score ASA, l'étiologie de la coxopathie chronique bilatérale, la fonction du patient a été évaluée selon le score de Poster-Mel-Daubigny. En péropératoire, nous avons recueilli la durée opératoire, les incidents, les complications et la nécessité de transfusion sanguine.
En post-opératoire, nous avons recueilli le taux de globalisation, la durée de séjour hospitalier, les complications précoces d'ordre général et local, la douleur selon le score de l'EVA, le contrôle radiologique précoce, le score de PMA et l'autonomie à la marche ont été évalués à 45 jours, à 6 mois, à un an post-opératoire et au dernier recul. L'âge moyen des patients est de 42 ans. La majorité appartient à la tranche d'âge de 40 à 60 ans. Le sexe ratio est de 0,7 qui relève une prédominance masculine. L'état de santé général évalué par le score ASA est relativement satisfaisant. Les patients ont été opérés majoritairement pour une osteonécrose aseptique de la tête fémorale dans 7 cas et pour une coxite dans 8 cas. La valeur moyenne du score PMA en préopératoire est de 9,2 et tous les patients ont initialement un PMA médiocre inférieur à 12. Le temps opératoire moyen est de 200 minutes. On n'a pas objectivé des incidents ni des complications en péropératoire. 5 patients ont été transfusés, dont 3 patients par 2 CJR et 2 patients par 1 kg. Ici, un patient de 24 ans opéré pour une coxite bilatérale en rapport avec une spondylarthrite ankylosante, une arthroplastie totale des hanches bilatérales en même temps opératoire par un abord antérieur a été indiquée. La déglobalisation moyenne est de 2 grammes. La valeur moyenne de l'EVA précoce est de 4,2. 2 cas de paresthésie du territoire de nerf cutané latéral de la cuisse ont été rapportés et un seul cas d'inégalité de longueur de 1,5 cm a été rapporté. La durée moyenne de ce jour est de 4 jours. Concernant les données radiologiques, la pièce fémorale était varisée dans 2 cas, enfoncée dans 3 cas, et la pièce cotyloïdienne était verticalisée dans 2 cas, et elle est dans le safe zone de l'ulmique dans le reste du cas, à savoir 10 à 15 degrés d'antéversion et 40 à 50 degrés d'obliquité. Plus l'excitation précoce ou tardive n'a été objectivée, le score PMA moyen est 15 à 45 jours, il y a 16 à 6 mois, et 16,9 à 1 an, et 17,3 au dernier recul. Et il est noté d'emblée bon déjà à 45 jours. Concernant l'autonomie à la marche, seulement 6 patients ont besoin de 2 cannes béquilles à la marche à 45 jours. Le reste de cas ont besoin seulement d'un seul canne béquille à la marche. À 6 mois, seulement 2 cas ont besoin d'un seul canne béquille à la marche. Les données de notre série indiquent que le remplacement prothétique latéral des hanches ou une session opératoire ne semble pas comporter plus de risques de complications graves, ce qui est en concordance avec la durée opératoire elle est plus longue et en moyenne de 170 minutes. Cependant, la durée cumulative est significativement plus diminuée par rapport à la chirurgie en 2 temps grâce à la voie d'abord antérieure qui permet d'installer d'emblée les 2 hanches et dès que les implants sont en place, le patient, le chirurgien, passe à la deuxième côté et un membre de l'équipe s'occupe de la fermeture du premier côté. La perte sanguine elle est plus importante et moins bien tolérée. Ceci peut s'expliquer par le fait que le saignement a lieu en un seul temps opératoire. Le saignement moyen rapporté dans la littérature est 1,5 litre pour le PTH bilatéral simultané contre 0,9 litres x 2 dans le PTH bilatéral. Le risque d'embolie pulmonaire était considéré plus élevé dans les études les plus anciennes, qui sont limitées par leur petite taille d'échantillon. Toutefois, dans les études comparatives récentes, les auteurs n'ont pas signalé un taux plus important de survenue d'un événement thromboembolique en comparant le remplacement prothétique de la hanche bilatérale en une ou deux sessions. Le patient de cette série n'a présenté d'infection aiguë ou de luxation précoce et aucun patient n'a été repéré. Ces résultats sont conformes à ceux dans la littérature. La PTH bilatérale simultanée se trouve très intéressante puisqu'elle nécessite une seule anesthésie, même prolongée. Une seule anesthésie est préférable à 2 semaines ou à un mois d'écart. Cette procédure permet le meilleur ajustement de longueur de membre inférieur de manière statistiquement significative par rapport au PTH bilatéral séquentiel. L'hospitalisation est plus courte, la durée moyenne de séjour est raccourcie d'1 semaine. Lié à l'intervention suit logiquement la durée moyenne d'hospitalisation. Le remplacement prothétique permet une économie considérable. Évaluée de manière très précise dans la littérature, la réduction du coût peut atteindre 25 à 30%. La rééducation est facilitée par le remplacement prothétique simultané. Un patient avec 2 prothèses de la hanche a une meilleure aptitude à la marche qu'un patient avec une seule hanche opérée, une autre raide et de l'orthide. Alors, quelle est la voie d'abord la plus adaptée? Si un papier original, publié récemment en 2019, portant sur 137 PTH bilatéral, opérés en une session dans 55 patients par voie antérieure et 82 patients par voie postérieure. Ils ont conclu que la morbidité totale précoce, les complications, le taux de réadmission à 3 mois ne différait pas entre les 2 groupes et que la voie antérieure est associée avec une durée opératoire significativement plus courte. En conclusion,
L'arthroplastie bilatérale de la hanche en une session opératoire est indiquée pour les pathologies chroniques bilatérales et invalidantes. C'est une alternative fiable et sécurisée, surtout pour les patients dont le terrain est approprié. Le coût lié à l'intervention et la durée moyenne de séjour sont moindres par rapport à une chirurgie en 2 temps. La rééducation est facilitée avec des résultats fonctionnels encourageants. La durée opératoire allongée et le risque de saignement sont les principaux inconvénients liés à cette stratégie. Je vous remercie. Chers maîtres, chers confrères, permettez-moi de vous présenter le résumé de notre travail intitulé La survie à long terme des prothèses totales de hanche avant l'âge de 40 ans. Donc, le remplacement prothétique de la hanche chez les sujets jeunes représente un vrai challenge. Il faut redonner au patient une hanche mobile indolore, lui permettant d'effectuer toutes les activités de son âge. Le résultat obtenu après arthroplastie totale de la hanche est variable et dépend de plusieurs facteurs. Parmi tous ces facteurs, l'âge constitue un élément prépondérant. Donc, pour ce faire, on a mené une étude descriptive rétrospective portant sur une série de 32 patients durant une période de 20 ans. Les critères d'inclusion des dossiers étaient comme suit. Donc, cette étude a porté sur les antécédents du patient. La hanche a été évaluée selon le score de PMA classique. Le retentissement fonctionnel de la maladie a été apprécié en utilisant différents scores fonctionnels. Et nous avons recueilli les données radiologiques tout au long de la prise en charge. Donc, passons au résultat. L'âge moyen au moment de la chirurgie était de 29 ans et demi. Notre étude se compose de 18 hommes et 14 femmes. 2 de nos patients ont eu un remplacement prothétique bilatéral. On a noté autant de prothèses à droite qu'à gauche. On a noté une nette prédominance des maladies inflammatoires, à savoir la spondylarthropathie et la polyarthrite rhumatoïde, soit 43% de l'ensemble des étiologies. Concernant l'étude clinique, le retentissement clinique de la maladie a été présenté principalement par les inégalités de longueur des membres inférieurs et l'atteinte rachidienne. Pour apprécier et objectiver le retentissement fonctionnel, nous avons adopté plusieurs scores fonctionnels, comme la cotation de Devine, la cotation de Steinbrocker et la cotation de PMA. Cette dernière, nous avons eu un score de PMA moyen global de 7,9. Donc, pour l'étude radiologique, nous avons noté 2 cas de hanche dysplasique. Le cotyle était protrusif dans 40% des cas et la tête fémorale était déformée dans 32% des cas. Notre recul moyen était de 10 ans et demi. Le score PMA aussi est passé de 7,9 en préopératoire à 16,5 au recul. Et selon la cotation de Devin, les patients revus au plus long recul étaient classés grade 2 dans 12% des cas, grade 3 dans 70% des cas, grade 4 dans 10% des cas et grade 5 dans 8% des cas. Concernant les résultats radiologiques, dans 18% de nos prothèses, il y avait une ostéolyse au recul. Nous avons noté 3 cas de liseré acétabulaire et 2 cas de liseré fémoral. Et finalement, l'incidence des ossifications périprothétiques selon Brocker était de 12%. Le résultat global de la série était jugé bon. La survie globale à 10 ans était de 60% et elle était de 40% aux alentours de 15 ans. Pour les complications post-opératoires, on a eu un cas de luxation précoce, un cas de sepsis tardif et un cas de luxation septique. Ces complications ont été prises en charge avec bonne évolution. Donc, en analysant nos données en fonction des paramètres, la pathologie inflammatoire semble être une caractéristique des patients les moins jeunes. La survie de la prothèse semble être meilleure dans le groupe des malades moins jeunes. Nous n'avons pas choisi le type de nos implants, c'est-à-dire cimentés ou non, selon l'âge de nos malades. Par contre, le choix du couple de frottement paraît dépendant de l'âge. En effet, nous avons utilisé le couple dur-dur pour les patients les plus jeunes et le couple dur-mou pour les malades les moins jeunes. Passons à la partie discussion. Au moment de la chirurgie, les patients inclus dans les séries de la littérature sont généralement à la 2e ou la 4e décade. Dans notre série, on a noté une nette prédominance des pathologies inflammatoires à 43%. Parmi ces dernières, l'SPA était la plus représentée à 31%, alors que dans le symposium de la SOFCOT de 2007, l'osteonécrose aseptique de la tête fémorale a été la pathologie la plus représentée avec 26% des cas, et les maladies inflammatoires viennent en 2e position. Donc le périmètre de marche, quant à lui, est nettement réduit pour ces patients jeunes et actifs, et comme de nombreux auteurs, nous avons utilisé l'évaluation fonctionnelle de PMA comme le montre le tableau ci-jacent. En appliquant la cotation de Steinbrocker, notre série contient 82% de patients sédentaires ou semi-sédentaires contre 60% dans les séries de symposium de la SOFCOT 2007. Nous avons analysé nos résultats cliniques cardiologiques en recul moyen de 10 ans. La survie globale dans notre série était satisfaisante. Plusieurs facteurs ont été incriminés dans la survie des prothèses chez les patients jeunes. Et concernant la pathologie sous-jacente, la majorité des auteurs se sont intéressés aux résultats dans les maladies inflammatoires. En analysant ces résultats, nous avons remarqué que la pathologie inflammatoire retentisse le plus sur la fonction globale. On a noté une corrélation significative entre l'ostéolyse et les pathologies inflammatoires. Et sur le plan clinique, les bénéfices sont réels en termes de confort de vie.
Donc, l'étiologie est apparue déterminante sur la survie des prothèses. Il est clair que les PTH implantés dans le cadre des pathologies inflammatoires possèdent la meilleure survie. Nos prothèses étaient cimentées dans 23 des cas. D'autre part, dans la littérature, les indications d'utilisation de PTH, la coupe de frottement dur-dur, étaient l'âge jeune des malades et un niveau d'activité élevé. Donc, pour conclure, proposer une prothèse de la hanche à un patient de moins de 40 ans reste une décision difficile à prendre, car la survie des implants n'est pas garantie, dépend de plusieurs facteurs. Le but de ce travail était de répondre aux questions suivantes. Nous avons conclu que les patients les plus jeunes étaient les plus exposés aux reprises. Les coupes de frottement dures ont montré le meilleur taux de survie et il faut préférer les prothèses non cimentées pour les jeunes patients. Merci pour votre attention. Chers maîtres, chers confrères, permettez-moi de vous présenter les principaux résultats de ce travail intitulé « Les pseudarthroses polaires proximales du scaphoïde carpien intérêt de l'embranchage percutané type Galluccio modifié ». Le scaphoïde carpien présente une situation en porte-à-faux entre les deux rangées du carpe, lui conférant une spécificité biomécanique et une vulnérabilité certaine. La fracture du scaphoïde carpien représente alors 60 à 80% des fractures du dos du carpe et 2% de l'ensemble des fractures. La vascularisation du scaphoïde de type terminal est rétrograde. Par conséquent, le poil proximal est à haut risque de pseudarthrose et de nécrose en cas de fracture. À long terme, l'évolution spontanée de la pseudarthrose polaire proximale aboutit à l'apparition d'une arthrose dégénérative du poignet de type SNAC. De ce fait, la prise en charge à temps des pseudarthroses est indispensable pour prévenir les complications arthrosiques. À l'Institut Rassam, nous avons utilisé depuis 1985 une synthèse percutanée par embranchage de type Galluccio modifié. Cette technique a été initialement décrite par Galluccio en 1980. Il a utilisé une synthèse percutanée par des clous, comme on peut voir dans cette radio. À l'Institut, nous utilisons le même principe, mais avec des brosses, d'où le nom de Galluccio modifié. Notre technique n'a pas été rapportée dans la littérature pour le traitement des pseudarthroses du scaphoïde. En effet, la littérature ne parle que de greffe osseuse et le débat tourne autour du type et du siège de la greffe. Donc, l'objectif de notre travail était d'évaluer les résultats du traitement de cette pseudarthrose par embranchage type Galluccio modifié et de dégager les facteurs pouvant influencer la consolidation de cette pseudarthrose. Nous avons réalisé une étude descriptive et rétrospective au service Ishembach et de chirurgie plastique et réparatrice de la main à l'Institut Rassam. La période d'étude s'est étalée sur 15 ans. Ont été inclus dans cette étude tous les patients présentant une pseudarthrose polaire proximale du scaphoïde carpien stade 2A et 2B d'anneau, type 1 et 2 de la classification de Schoenberg, datant de moins de 2 ans par rapport au traumatisme initial et avec un minimum de recul d'1 an. N'ont pas été inclus dans cette étude luxation transcapholinaire du carpe. Rappelons que le stade 2 d'anneau correspond à la résorption du trait de fracture avec ou sans vessie, et pour la classification de Schoenberg, c'était majoritairement des types 1 et quelques types 2. Pour la technique opératoire, le patient a été installé en décuplus dorsale sur table à main avec contrôle fluoroscopique. Le repérage a été fait par 2 aiguilles mis de part et d'autre des éléments de la première coulisse. On procédait à la mise de la première broche à l'aide d'un introducteur en tapant en marteau, avec un poignet en légère déviation ulnaire et contrôle fluoroscopique, qui nous orientait sur l'introduction de la première broche à la base du scaphoïde carpien sur face et profil. Les deuxième et troisième broches étaient introduites en prenant comme repère les broches présentes, en formant un bouquet de trèfle sur le profil qui tenait le bout proximal. En fin d'intervention, une attelle dorsale plâtrée prenant le pouce était confectionnée pendant 1 mois. L'évaluation des résultats du traitement chirurgical était fonctionnée basée sur des mesures physiques, des scores et le degré de satisfaction des patients. L'étude s'était portée sur 39 cas de pseudarthrose polaire proximale du carpien. Cette population était majoritairement jeune et masculine et des travailleurs manuels. Le tabagisme chronique a été retrouvé chez 56% des cas. Le mécanisme faisant suite à une hyperextension de l'appui du poignet a été retrouvé dans 35% des cas liés aux accidents sportifs. La fracture a été négligée dans 64% des cas et méconnue et traitée comme entorse du poignet dans 26% des cas. Le délai moyen de consultation était de 11,4 mois et le délai moyen de chirurgie était de 15,3 mois. Les patients étaient opérés par différents chirurgiens. Ils avaient tous eu un embranchage percutané type Galluccio modifié par des broches numéro 16 ou 14. L'embranchage scapholulaire a été réalisé dans 54% des cas. L'immobilisation post-opératoire a été en moyenne de 32,8 jours et l'ablation du matériel a eu lieu en moyenne à 5 mois et demi de la chirurgie. Au dernier recul, l'indolence a été retrouvée chez 90% des patients. Les secteurs de mobilité en flexion-extension et en inclinaison radiocupitale ont diminué de façon significative de 12 degrés et 8,9 degrés par rapport au secteur de mobilité contralatérale et ont augmenté de 1 degré par rapport au secteur de mobilité préopératoire. La pronosupination est restée libre dans tous les cas. La force musculaire était quasi normale par rapport au côté sain. L'étude radiologique au dernier recul a montré une amélioration significative des angles radiolunaires et scapholulaires. Nous avons obtenu 95% de succès de consolidation. Les patients n'ont pas consolidé au dernier recul. C'était des patients tabagiques et qui ont présenté un échec de consolidation après reprise avec une greffe osseuse type Zeidenberg. La durée moyenne de consolidation était de 4,41 mois et le tabac était le seul facteur retardant de façon significative la consolidation. Pour les complications, l'expulsion des broches a été la complication post-opératoire la plus fréquente, mais sans pouvoir affirmer de lien entre celle-ci et le résultat final. Tous les patients ayant une activité professionnelle ont repris le même travail. Le délai moyen de reprise de travail était de 66,5 jours. Pour les scores fonctionnels, le clic d'âge global était de 10%.
Le score moyen obtenu pour le maillot-liste modifié était de 92%, ce qui correspondait à un excellent résultat global. Dans la littérature, peu d'études se sont intéressées à la localisation proximale dans le traitement des pseudarthroses, et ceci est principalement lié à son incidence, qui est inférieure au reste du corps du scaphoïde. Notre étude a comporté le plus de nombre de cas par rapport à la littérature. Le traitement varie de l'embranchage au vissage à la greffe osseuse. Concernant notre technique, des études antérieures sur les pseudarthroses du scaphoïde dans notre service ont rapporté des échecs liés aux pseudarthroses anciennes. D'où notre indication limitée aux pseudarthroses datant de moins de 2 ans avec d'excellents résultats dans notre série. Cette technique permet par le biais d'une stabilisation élastique du scaphoïde carpien la consolidation osseuse. Elle est peu coûteuse, de réalisation facile et rapide dans des mains entraînées et peu agressive. Elle offre d'excellents résultats avec les pseudarthroses récentes et particulièrement polaire proximale. Pour le vissage, les auteurs ont apporté plusieurs complications liées à la mise de la vis, comme la protrusion articulaire de la vis, une fracture iatrogène du fragment proximal et une dévascularisation du pôle proximal suite à un abord dorsal utilisé dans le vissage antérograde. Mais durant ces 2 dernières décennies, les auteurs ont principalement eu recours à la greffe osseuse pour traiter ce type de pseudarthrose. Et les méta-analyses rapportent une supériorité des greffes osseuses vascularisées par rapport aux greffes standards. La greffe osseuse vascularisée type Zeidenberg est la technique la plus utilisée avec des taux de consolidation de 86 à 90%. Nous avons recours à cette technique dans les cas d'échec ou dans les cas datant de plus de 2 ans. D'autres publications parlent d'une cure de la pseudarthrose par greffe osseuse sous arthroscopie associée à un embranchage percutané. Devant de telles pseudarthroses, nous pensons qu'il est bien légitime de se demander quelle est la part de l'embranchage et la part de la greffe dans la consolidation. Pour conclure, la localisation polaire proximale de la pseudarthrose du scaphoïde présente une incidence plus faible par rapport au reste du corps du scaphoïde. Elle présente une prédominance masculine et jeune. Le diagnostic est le plus souvent fait tardivement. Il est important de ne pas négliger les motifs d'entorse du poignet. Le tabac retarde la consolidation de ces pseudarthroses, d'où l'importance du sevrage avant l'intervention. Et pour le traitement, nous présentons cet algorithme. Pour les pseudarthroses polaires proximales du scaphoïde carpien datant de moins de 2 ans, l'embranchage Galluccio modifié est indiqué. En cas d'échec ou pseudarthrose datant de plus de 2 ans, la greffe osseuse type Zeidenberg est indiquée. Merci.